Et oui, nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 6 septembre et il fait une chaleur écrasante qui est très bienvenue. C'est l'été indien. On apprécie parce que on sait que l'automne va être difficile. C'est la mauvaise période. Alors là, on emmagasine des forces, on emmagasine du soleil avec plaisir. On apprécie. On cherche le mot. On déguste. Voilà, on est en train de déguster chaque journée parce que ces chaleurs sont bienvenues en ce moment, étant donné qu'on sait que c'est les dernières chaleurs. Donc on les déguste avant l'épreuve de l'automne, l'épreuve du froid, l'épreuve de la mort, parce que la nature, évidemment, dans son perpétuel cycle, va mourir, va s'éteindre pour quelques mois. Donc les derniers moments comme ça, les derniers jours d'été, c'est, je sais pas, il y a quelque chose de succulent. On en profite, on déguste plutôt. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu délicat, puisqu'il s'agit de parler de l'inconscient. L'inconscient dans notre vie, l'inconscient, thème qui a été évidemment développé par beaucoup de spécialistes, de psychanalystes, de psychiatres, de psychologues. En fait, l'inconscient, ça reste toujours un mystère. Ça reste toujours un mystère. Parce qu'il semble que l'inconscient fonctionne pas suivant des règles établies, avec des diagnostics précis, etc. La tendance de la psychiatrie, c'est de désigner d'après un symptôme, de désigner la pathologie et de soigner cette pathologie avec des médicaments qui agissent sur le cerveau. Parce qu'il y a eu des études en neurologie qui ont permis de situer dans le cerveau des zones à traiter. Et aujourd'hui, on traite comme ça, chimiquement, des zones du cerveau par rapport à une maladie psychologique, un trouble. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a beaucoup de cas. On a beaucoup de cas qui sont évidemment et du monde. Beaucoup de cas qui posent problème, qui sont des névroses, des psychoses, des maladies physiques qui ont leur source dans l'inconscient, qui sont générés par l'inconscient, des problèmes matériels qui sont générés par l'inconscient, des problèmes de couple, de relation à l'autre, des problèmes multiples et variés. On peut en faire toute la liste de nos soucis, de nos problèmes. Tout est comme logé dans cette partie qu'on appelle l'inconscient. C'est un terme, voilà, on appelle l'inconscient, mais c'est un espace très vaste. Très vaste. Et on en a fait, jamais on en fera le tour. Jamais. Mais la direction à prendre, dans le cas de figure de notre relation à l'inconscient, c'est d'accepter le mystère, d'accepter le doute, d'accepter la question intérieure, d'accepter que c'est une plongée avec ses risques, une plongée parfois périlleuse, et donc on ne peut pas prendre ça à la légère, évidemment, en ce qui nous concerne, puisque nous sommes face à quelquefois des démons qui sont nombreux et qu'on n'a pas envie forcément de déterrer. Il y a des choses que l'on peut
voir, il y en a d'autres qu'on ne peut pas voir, qu'on ne supporterait pas de voir. C'est pour ça que chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier, chaque personne est particulier. En tous les cas, chaque personne doit traiter ce domaine-là, son propre univers, d'une manière particulière. Un univers caché, un univers mystérieux, un univers où se cachent des tas de choses. Comme un grenier. C'est un peu le grenier de la maison. Et parfois, il y a des gens, ils ne montent jamais au grenier, puis vous en avez d'autres qui, un jour ou l'autre, décident d'aller au grenier, de monter là-haut, et donc d'aller faire un peu le point sur ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir que tout ce que l'on exprime prend sa source toujours dans l'inconscient. Tout ce que notre corps exprime, nos choix, même, je dirais, notre vie physique, notre vie matérielle, tout n'est que le reflet de l'inconscient. Votre maison, la voiture que vous allez acheter, la femme ou l'homme dont vous allez tomber amoureux, les enfants, les problèmes qu'auront vos enfants. Tout cela est dans votre inconscient, logé dans votre inconscient, et c'est un monde vaste, comme je vous le disais. C'est pour ça que chacun a son histoire propre. Chacun a son domaine, son territoire. Et quand on veut se faire accompagner, il y a intérêt à avoir vraiment un bon discernement par rapport à la personne qui vous accompagne sur ce terrain-là, parce que ça peut être salvateur comme ça peut être aussi dangereux, destructeur. Mais c'est bien que maintenant qu'on a des notions à ce sujet, à ce propos, il serait bien que tout le monde s'empare de la question personnellement. Vous savez, quand vous avez des gens autour de vous qui sont victimes d'un problème, quel qu'il soit, eh bien, si vous êtes quelqu'un qui sait écouter, écouter l'histoire, progressivement, quelque chose vous éclaire et vous apporte une réponse. Il y a toujours une réponse aux situations que nous engendrons. Nous engendrons tous des situations particulières. C'est-à-dire que nous engendrons, sans en être conscients, forcément, évidemment, des conflits, des problèmes parfois chez les autres, chez les gens chez qui nous avons une influence ou un pouvoir. C'est vrai pour les gens qui ont du pouvoir en entreprise, dans une association ou au sein de leur famille. Ce que nous engendrons, c'est certainement le fruit de quelque chose qui est en nous. Et donc, explorer cette partie-là, ça nous donne des réponses et ça permet parfois de solutionner. Parce que le but c'est ça en fait, c'est de non seulement apporter des réponses, mais de guérir. De guérir et de solutionner une problématique que l'on traîne comme ça pendant parfois toute notre vie. Ça peut durer toute notre vie, un truc qu'on traîne, qu'on répète, parce qu'on ne l'a pas réglé. L'introspection en question, moi je dois dire que je la fais, que je suis dans cette démarche-là, et que je regarde parce que derrière il y avait quelqu'un avec un chien. J'espère qu'il ne va pas me suivre sur ce sentier, parce que c'est pas agréable de sentir quelqu'un qui vous suit comme ça, surtout le chien, il est pas du tout agréable.
Alors, donc, nous avons, moi j'ai par exemple des rêves sur lesquels je m'attarde, puisque ce sont des rêves qui sont toujours un peu teintés de la même manière. Donc à partir du moment où vous avez des rêves, c'est intéressant de les noter, de les retenir, de les analyser, parce que évidemment c'est l'inconscient qui parle. Et moi, depuis que je suis à la retraite, eh bien, je dirais que je suis tourmenté la nuit. La nuit, mes rêves sont pas du tout agréables. Mes rêves sont difficiles. Je me réveille toujours, c'est dur. Je suis toujours en train de me réveiller d'un rêve où c'est une lutte, où c'est une difficulté, où c'est vraiment comment dire, un mal-être. Et quelle est la nature de ce mal-être? Il est dans mon positionnement. J'ai repéré que dans mes rêves, je suis toujours dans une situation que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire dans un monde, dans un univers où je n'ai pas les codes. Et donc je me sens toujours à côté de la plaque. Et j'essaie de faire semblant, j'essaie de m'adapter, mais je suis angoissé. Et je me réveille avec cette angoisse. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrive dans un bureau, eh bien, on me donne pas de travail. On me laisse comme ça et je dois trouver ma place. Et je m'aperçois que les gens, tout le monde a son taf, tout le monde a ses objectifs, mais moi, on m'a rien donné. Et malgré tout, je suis avec les autres. Et donc, j'ai mauvaise conscience et je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je maîtrise quelque chose? Moi, on me donne pas de travail. Et je me sens mal à l'aise. Et j'essaie de justifier ma présence en faisant semblant parfois. Mais comme je sais que je fais semblant, je suis très très mal à l'aise parce que je me dis peut-être qu'on va découvrir que je fais semblant et qu'en réalité ils vont s'apercevoir de la farce, quoi. Donc des situations comme ça, c'est des situations avec des variantes, mais où je suis toujours dans un contexte où je ne suis pas à ma place et je suis angoissé parce que cette place, je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas et c'est comme si je ne maîtrisais pas non plus. Je suis dans un contexte où je ne maîtrise pas un métier, je ne maîtrise pas une fonction, où je suis dépourvu d'une reconnaissance également. Je suis là comme un cheveu sur la soupe, mais l'espace que j'occupe, il est bancal. Et donc je n'ai pas ma place, je ne suis pas reconnu, je navigue à droite, à gauche, parfois c'est le bureau, on me met sur un petit bureau, mais ça m'est arrivé dans la vie. C'est-à-dire que j'ai vécu ça aussi, des situations où j'étais intérimaire, tout ça, j'arrivais dans un service, tiens, il y a un petit bureau qui est là, qui traîne dans le coin, mais jamais on m'a donné un beau bureau, vous savez, vraiment une bonne place, où vous avez une situation bien reconnue, bien précise, une autorité, non. J'ai fait énormément de petits jobs, où j'étais vraiment comme ça, en dépannage. Toute l'intérim que j'ai fait, c'était toujours là. L'intérim, vous savez, vous n'êtes pas reconnu. Donc c'était un peu cette situation d'intérimaire où vous bouchez les trous, où on ne sait pas trop où on va vous mettre pour la mission prochaine, tout ça. J'ai vécu ça, ça laisse des traces certainement, mais en même temps ça correspond à quelque chose certainement de plus profond. À moi de comprendre pourquoi ces rêves sont fréquents, surtout depuis que je suis à la retraite. C'est-à-dire que là, dans ma vie, je n'ai plus de questions à me poser parce que ça y est, je suis plus en activité, j'ai plus de profession. Et c'est là où justement, comme si tout mon passé me revenait et je me disais, mais finalement, tu n'as jamais tu n'as trouvé ta place, jamais. Et c'est déstabilisant, c'est assez éprouvant. Voilà un peu, je vous livre ça parce que c'est un exercice qui n'est pas très agréable, hein, des fois. C'est l'inconscient, donc l'inconscient nous révèle des choses de notre vie, de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait, qui sont pas forcément plaisants à regarder.
Est-ce qu'il faut rester dedans? Non, mais peut-être que je vais trouver... Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver la clé, personnellement, pour ne plus faire ce genre de rêve. Je me dis, il faudrait qu'un jour, je me débarrasse de ce rêve. J'ai eu un autre rêve où j'étais poursuivi par un démon, tout le temps poursuivi. Et ce rêve-là était fréquent. Et un jour, dans mon rêve, j'ai dit, cette fois-ci, je ne m'enfuis plus, je fais face. Je le regarde en face. Et quoi qu'il arrive, je me confronte à lui. Et depuis que j'ai fait ce rêve, jamais je suis poursuivi. C'est fini. Ce rêve-là a définitivement disparu, n'est jamais revenu. Donc, ce qui veut dire que, à travers le rêve, j'ai réussi à régler le problème du démon ou de la fuite que je prenais face à un danger. Je n'ai plus du tout ce rêve. Et donc, j'ai réglé inconsciemment le sujet, le problème, par le regard, en regardant fixement le démon en face. Et donc, je me suis dit, bah tiens, ça a été réglé. Ça a été réglé comme ça. Pourquoi et comment, je n'en sais rien. Mais ce rêve-là n'est jamais revenu. Jamais. À partir du moment où j'ai fait ce rêve, c'était fini. Là, aujourd'hui, je suis face à un autre rêve qui revient souvent. Et donc, je travaille dessus, j'ai réfléchi. Et j'espère trouver la clé pour me débarrasser de ce sujet, de ce problème qui me hante pour l'instant. Vous voyez, voilà un peu le travail que je fais sur moi par rapport à mon inconscient, qui travaille, qui continue à travailler, et qui finalement se manifeste à travers ma vie, à travers ma relation aux autres, et tout ça, parce que ça a un impact, ce que je suis. Les autres me perçoivent d'une certaine manière. Il y a déjà les vidéos, on me perçoit d'une certaine manière, mais dans la vie, les gens me découvrent autre que je suis sur la vidéo. Et donc, je vois bien qu'à travers ce que je suis dans la réalité, c'est déjà différent que la vidéo. Pour ça, je vous dis, faites pas de projection sur moi, surtout, faites pas de projection, parce que dans la vie, je ne suis pas celui que vous voyez sur la vidéo. Je le vois à travers le regard de ceux qui m'approchent. Je dis, tiens, je ne suis plus la projection de ce qu'ils font. Et donc, c'est toujours délicat, le passage au monde réel. Ce virtuel, c'est du virtuel. Et quand on passe au réel, on est cette personne, ils ont en face d'eux ma personne physique, tout ça. Et c'est différent, ils me perçoivent différemment. Parce que l'intermédiaire qu'est la vidéo crée une projection. C'est quand vous écrivez, quand vous lisez un livre, vous faites une projection sur l'auteur. Et quand vous rencontrez l'auteur ou un peintre, un artiste, il faut bien dissocier l'œuvre de l'artiste. Moi, j'ai aimé des œuvres, j'ai cru que j'aimerais l'artiste, et l'artiste, je ne l'aimais pas. Ce qui veut dire que l'œuvre n'est pas l'artiste. Ça aussi, il faut bien distinguer les choses. Donc, ce que je fais sur les vidéos, c'est une production de moi, mais ce n'est pas réellement moi. Moi, je suis autre encore. C'est quelque chose d'autre qui vous parle. C'est comme ça. Je peux pas vous dire autrement. Mais c'est bon à savoir. C'est le problème de tous les youtubeurs, vous savez. Les youtubeurs, ils créent un lien. Ils créent un lien comme l'artiste qui fait d'une série. Vous vous attachez à lui. Il crée un lien. Et les gens font... Les humains font automatiquement une projection sur ce qu'ils voient, sur l'acteur, sur l'artiste. Et on se l'imagine tel que nous on est. C'est-à-dire que la projection que l'on fait sur la personne, c'est nous en fait. C'est nous qui projetons. Et donc, ce n'est plus la personne, c'est nous. C'est notre projection, ça nous appartient. Et nous projetons à travers, quelles que soient les œuvres, que ce soit un livre, un roman. Quand nous lisons un roman, nous projetons. Et quand nous regardons une série, nous projetons sur les comédiens. Et quand nous voyons YouTube, nous projetons sur celui qui parle. Nous projetons quelque chose. Mais ce n'est pas la réalité. C'est notre réalité à nous. Notre projection est une réalité. Mais c'est une réalité, c'est notre projection. Alors, évidemment, il y a plein de murs en ce moment. Moi, je suis vraiment gourmand. J'adore ça, les bien. Là où je veux en venir, que nous devons
nous intéresser à notre inconscient. Si ce n'est nous intéresser, savoir que c'est lui qui opère. C'est lui qui nous conduit là où on n'a pas forcément envie d'aller. C'est lui qui crée des psychoses, des névroses. C'est lui qui crée des obstacles ou des réussites. C'est lui qui ouvre des portes ou qui enferme. C'est lui qui fait tout. Il faut savoir que nous sommes à la surface. Nous sommes la surface de notre inconscient. Je dis bien, nous, ce que nous sommes, notre physique, notre manière de nous habiller, notre manière, tout. Tout ça est important. Toute notre physique, notre manière de nous coiffer, tout. J'insiste bien. Tout ça, c'est la surface. La voiture, tout, je l'ai déjà dit. C'est la surface. Mais c'est une surface fine, très 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 fine. Et on croit que c'est nous. Non, non, c'est pas nous. Le nous, il est au fond. Il est derrière. Il est dans ce puits profond qu'est notre inconscient. Et c'est là qu'on découvre toutes les ficelles qui activent notre vie, qui façonnent notre vie, nos relations et tout. Et donc, tant que notre vie se passe bien, tant que nous sommes plus ou moins en paix, équilibrés, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes, tant qu'on a une vie entre guillemets normale, il n'y a pas raison d'aller plus loin finalement. Il y a des gens qui ont des vies très normales. Bon bah c'est bien, je dirais qu'il faut les laisser en paix, ces personnes-là, qui se sentent bien, qui ont leur petit train-train, qui ont leur petite vie tranquille. On ne va pas les embêter avec leur inconscient, on ne va pas aller les chercher et aller triturer ce qui se cache. On risquerait de provoquer des dégâts chez des gens qui n'ont pas de problème. Donc là, on n'y touche pas. Mais pour ceux qui ont des gros problèmes, comme moi, qui ont des rêves, qui les poursuivent, etc., qui ne sont pas agréables, dont on aimerait régler la problématique. Quand on rencontre des difficultés, que ce soit d'ordre psychologique ou physique, là, ça vaut peut-être la peine d'aller un peu plus loin. Ça vaut peut-être la peine de creuser un peu. Ça vaut peut-être la peine de trouver l'interlocuteur qui saura écouter votre histoire. Parce que tout est dans votre histoire. Il faut déjà écouter l'histoire. L'histoire de la personne est très importante. Mais pour que la personne confie son histoire, il faut une confiance absolue et pas de jugement. Si vous dites, il ne faut pas que l'autre juge, parce que l'histoire que nous allons raconter, c'est notre histoire intime, et nous ne pouvons la dire et la raconter qu'à celui ou celle qui ne vous juge pas. Déjà, première chose. Deuxième chose, l'écoute est importante. Il y a des gens qui savent écouter, il y en a d'autres qui ne savent pas écouter. Donc l'écoute est importante. Et vous allez dire votre histoire. Il va sortir de vous votre histoire. Et en disant votre histoire, en parlant de votre histoire, une partie va vous être révélée de vous-même. Une partie va, comme ça sort de vous-même, une partie, et vous allez dire, ah voilà, j'ai dit ça. Finalement, je me suis aperçu qu'il y avait ça. En le disant, je prends conscience. En parlant, je prends conscience. Et parfois, il suffit de dire pour que la guérison s'opère. Ou pas. Il n'y a pas de règle. Mais vous voyez, le travail, il est là. Il est de prendre conscience que ce qui est important, c'est notre histoire. Et quoi? Et notre histoire, je parle de l'histoire de notre arrivée sur Terre, de notre naissance, voire de la gestation, c'est-à-dire depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, il s'est passé des tas de choses que nous devons raconter, qui sont importantes. Et c'est cela, parfois, c'est un point de notre histoire qui fait que on a généré telle ou telle situation. Alors
évidemment que c'est une clé importante, notre histoire. Alors on dit, il ne faut pas rester dans le précédent, mais il y a des clés quand même. C'est-à-dire que si vous avez une vie normale, tout ça, pas de problème. Mais si vous avez des gros soucis, c'est-à-dire une psychose ou une névrose, que vous avez vraiment un gros problème dans votre vie, que vous avez un problème physique, que vous avez une maladie psychosomatique, il est bon d'aller chercher un peu dans notre inconscient quel est le moteur de cette maladie que nous avons développée. Est-ce que les cancers que nous avons, ils sont d'origine naturelle, c'est-à-dire est-ce que c'est dû à une pollution, est-ce que c'est dû à une malnutrition, est-ce que c'est à un produit que vous avez pris et qui a déclenché ce cancer, ou est-ce que c'est votre inconscient qui a fabriqué ce cancer? C'est important de le savoir. C'est important de ces choses-là. Parce que vous avez des maladies physiques qui sont reliées à une causalité inconsciente, qui sont reliées à une causalité que vous n'avez pas identifiée. Et à partir du moment où vous avez identifié la causalité, parfois la guérison se perd d'elle-même. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Et l'enfance est importante, bien entendu, mais pas que. C'est toute notre vie sentimentale, notre vie sexuelle, tout a son importance. Et il est bien d'avoir l'honnêteté de regarder un peu notre histoire. Il faut la regarder sans jugement, sans a priori, mais il faut l'aborder, notre histoire. Et vous verrez qu'en abordant notre histoire personnelle, nous avons parfois une clé qui se propose à nous, accompagnée de nos rêves que nous pouvons noter, analyser, en tous les cas retenir et revenir dessus éventuellement. Tout cela peut nous conduire peut-être à une souffrance, mais également à une guérison. C'est-à-dire que c'est pas exclu que ce que l'on découvre de notre vie ne crée pas une souffrance, parce que on enterre nos cadavres. Et prendre conscience qu'on a des cadavres, c'est pas agréable, c'est pas sympathique. Mais parfois, le fait d'en prendre conscience guérit notre problématique et nous permet d'avancer dans la vie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'admettre que nous vivons, que nous avons vécu dans une forme de mensonge parfois. Vous savez, la manière dont se créent les couples, c'est très important. Vous avez déjà là l'origine de beaucoup de problèmes. C'est qu'est-ce qui fait que deux personnes se mettent ensemble, tombent amoureux l'une de l'autre? Quelle est l'origine de la création de cette unité que représente un homme et une femme à travers son couple et à travers la famille qu'elle va créer? Donc les origines et les motivations de cet accouplement vont avoir des conséquences sur les enfants, sur l'avenir. Et quand on a des enfants qui ont des gros problèmes, on est obligé soi-même d'aller chercher, si éventuellement il y a une explication par rapport au choix que nous avons fait, ou tout au moins à la vie que nous avons eue auparavant. Il ne s'agit pas de cultiver une culpabilité par rapport à des enfants qui auraient des difficultés en disant que c'est notre faute, mais parfois c'est de notre faute. Inconsciemment, on a créé des problèmes chez les autres sans savoir. Ce qu'il faut accepter, c'est d'affronter soi-même ces démons sans avoir de culpabilité. Parce que si vous découvrez quelque chose de grave et que vous culpabilisez, vous allez encore vous enfoncer plus, vous allez tomber en dépression. Donc surtout pas de culpabilité. Il faut s'extraire de la culpabilité parce qu'il y a des choses que nous faisons inconsciemment et qui sont pas
de notre volonté, nous n'avons pas voulu. Mais c'est notre inconscient a fabriqué quelque chose par rapport à ce qu'il avait, une forme de compensation ou de mécanisme qu'il a réalisé, qui est peut-être parfois grave, mais que nous avons réalisé malgré nous. On fait des choses malgré nous, on dit des choses parfois malheureuses malgré nous. C'est notre inconscient qui fait ça. Nous ne sommes pas coupables. Et des fois, nous jugeons les autres sur des choses qu'ils ont également faites, mais qui ne sont pas forcément liées à leur volonté. C'est inconsciemment que c'est fait. C'est pas conscient. Et à partir du moment où c'est pas conscient, la personne qui constate, par exemple, qu'elle fait le vide autour d'elle, elle doit s'analyser et dire, mais si je fais le vide autour de moi, ça vient certainement de moi. Si ça vient de moi, c'est que peut-être que je génère quelque chose qui déplaît. Et si je génère quelque chose qui déplaît, j'en suis pas conscient. Donc je vais aller chercher qu'est-ce qui déplaît. Et quand vous allez chercher, vous allez dire, si vous trouvez, et ça c'est là où il faut être accompagné, parce que c'est un travail compliqué à faire seul. Moi je le déconseille, parce que seul c'est périlleux. Parce que vous risquez de culpabiliser. Et si vous culpabilisez, même de vous sous-estimer. Et si vous vous sous-estimez parce que vous avez fait quelque chose de grave sans le vouloir, ça risque de vous percuter moralement, de vous amoindrir et de vous culpabiliser et de vous mettre dans un autre registre de culpabilité qui n'est pas bon non plus. Il faut accepter notre imperfection. Il faut accepter qu'on fasse des erreurs. Il faut accepter que notre inconscient est lui-même moteur de choses dont on n'a pas forcément la responsabilité. C'est sur ce chemin-là qu'il faut aller. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout excuser. La société ne doit pas tout excuser par rapport, bien entendu, à des actes qui seraient des crimes ou des choses comme ça. Mais malgré tout, cette notion, en ce qui nous concerne, nous ne devons pas être notre propre juge. Nous devons simplement, à partir du moment où nous identifions et nous ressentons c'est ce qui peut arriver d'ailleurs quand on meurt, c'est qu'on ressent parfois les erreurs qu'on a fait, on les ressent, peut-être qu'on vit la chose que l'on a créée chez les autres, la douleur ou la souffrance qu'on a créée. On ne culpabilise pas, mais on se dit, ben voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est notre imperfection humaine, notre matière humaine est imparfaite. Il est évident que la nature humaine doit se métamorphoser pour progresser vers quelque chose de plus abouti, je dirais. Parce que j'ose pas utiliser le mot meilleur, étant donné qu'on n'est plus dans un registre moral, on est dans un registre autre. Mais pour que cette métamorphose se fasse, comme on n'est pas dedans, elle nécessite forcément ce retour sur soi et cette auto-évaluation de ce que nous sommes, en prenant le bon comme le mauvais, en acceptant les deux. Et le fait d'accepter cela, ça aide à avancer et ça peut même guérir les autres. C'est-à-dire que rien n'est définitif tant qu'on est vivant, et même après la vie, rien n'est définitif. Les choses peuvent se corriger. Vous voyez ce rêve que je faisais tout le temps, où j'étais tout le temps poursuivi par une espèce de démon, eh bien, j'avais des frayeurs parce que je fuyais ce danger. Et dans ce rêve, le jour, j'ai dit, cette fois-ci, j'arrête de fuir, je fais face, je le regarde en face. Je défie du regard. Et à partir du moment où, dans mon rêve, j'ai défié, ça a été résolu. Ça s'est résolu malgré moi, dans mes rêves. Mon inconscient a résolu. Ce qui veut dire que votre inconscient peut aussi résoudre des problèmes dont vous avez pris conscience. Inconsciemment, votre inconscient travaille aussi en votre faveur, pas seulement en votre défaveur. Il faut simplement l'aider, il faut simplement le conduire. Et le conduire et l'aider, parfois, c'est réaliser la chose et dire, voilà, cette fois-ci, je réalise ça, maintenant c'est toi, mon inconscient, qui doit faire le travail. Et des fois, il le fait tout seul, la nuit, il répare. Il répare comme un système immunitaire qui répare de lui-même le mal fait. Il y a aussi cette alchimie en nous. Et donc, il faut croire aussi que l'inconscient peut être réparateur. Si nous l'accompagnons, nous l'aidons. C'est à nous de lui donner les clés et de lui donner les éléments pour qu'il fasse son travail de réparation. C'est possible. Et c'est parfois, ça peut conduire
à des miracles. Souvent les miracles, ce qu'on appelle les miracles, c'est notre inconscient qui a agi dans le bon sens, qui a réglé le problème. Parce que nous avons eu une attitude. Vous savez, l'attitude de la foi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que chez certaines personnes, il y a une disposition telle que le miracle se produit. C'est-à-dire la personne, elle arrive en chaise roulante, elle repart en marchant. Parce qu'il y a une forme de magie qui s'est opérée. L'inconscient peut faire ce type de réparation, de miracle. Parce que le corps, il peut se modeler, il peut se métamorphoser. Autant l'émergence d'une maladie, c'est parfois surprenant. Vous avez une maladie comme ça qui arrive, ou une chute que vous faites qui est inexplicable. Ben, autant il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire autant il peut y avoir une auto-guérison dont vous ne savez même pas pourquoi elle a eu lieu, mais il y a quelque chose en vous qui s'est passé, que ça a été fait. Ça veut dire que parfois ça se fait même malgré nous, sans qu'on en ait vraiment conscience. Mais on a certainement posé un geste, fait quelque chose, réalisé quelque chose qui a déclenché ça. Et on ne saura jamais quoi, vraiment. Donc vous voyez que c'est complexe ces questions-là, c'est vaste, c'est intéressant parce que il n'y a que comme ça qu'on avance. Franchement, quand je faisais mon travail à l'inspection du travail, c'était ça qui m'intéressait, j'en ai déjà parlé, je vous en reparle aujourd'hui parce que j'ai cette facilité d'écoute. Franchement, je l'ai prouvé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux l'affirmer sans détour, j'ai cette qualité d'écoute et j'arrive à écouter les gens et de me souvenir de toute leur histoire, même 2-3 ans après, pour vous dire. Les gens étaient étonnés des fois quand ils revenaient 6 mois après, parce que j'avais mémorisé leurs problématiques, et ils étaient surpris, parce que j'en voyais 10 par jour, que je ressorte leurs problématiques. Je retiens ce genre de choses. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était l'écoute, et ensuite, trouver le déclencheur. J'allais pas très loin, je n'étais pas psychologue. On m'appelait le psychologue, j'avais une collègue qui m'appelait le psychologue, mais je n'étais pas psychologue. J'étais simplement là pour aider les gens à sortir d'une impasse professionnelle. Et bien en les écoutant, je découvrais le contexte familial, je découvrais le contexte du couple, je découvrais une forme, parfois un problème mécanique, un problème physique. Et je me disais, mais finalement, elle vient me parler de ça, et en réalité, il s'agit d'un tout autre sujet. Son problème, elle l'avait mal identifié, il venait d'un tout autre sujet. Et à partir du moment où, en une demi-heure, parce que mes entretiens duraient parfois un peu plus d'une demi-heure, quand j'arrivais à localiser le vrai sujet, le vrai problème, le sujet pour lequel elle était venue voir, le prétexte pour lequel la personne était venue me voir, était réglé. Parce qu'en réalité, se cache toujours derrière nos problèmes quelque chose d'autre. Le conflit que nous allons générer autour de nous, dans notre travail, il a ses racines parfois complètement autres que ce que l'on croit dans le travail. Ça n'a rien à voir parfois. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pour ça que l'écoute est importante. Et c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un vous écoute sans vous juger, sans a priori, en étant le plus neutre possible. Et modeste, il faut beaucoup de modestie. Savoir qu'on ne peut parfois rien dire, qu'on n'a pas de réponse non plus. On n'a pas systématiquement la réponse. Mais parfois on l'a, on tient la réponse. On dit on la tient, ça y est, on a écouté la personne, ça y est, on tient le truc. Et hop, après, c'est parti. Elle repart avec le sourire, même si c'est douloureux, mais elle repart avec un sourire. Et dire les choses, parfois, c'est important. Dire aux gens, parce que je vois des gens se font des illusions, partent, viennent avec des idées fausses sur un problème, sur un sujet. Des fois, vous dites la réalité brutale, elle est dure à entendre, mais elle libère. À user avec précaution, avec discernement aussi. Mais de dire aux choses, de dire aux gens où ils en sont, leur dire ce qu'il en est, c'est parfois dur, mais quand vous le faites avec empathie, quand vous le faites avec bienveillance, ça aide la personne. Ça aide la personne.
Vous voyez, c'est un... Pourquoi j'aborde cet univers avec vous? Parce que c'est important aussi d'aborder ces questions-là. Ces questions personnelles. Elles sont individuelles et collectives à la fois. Si nous n'avons pas d'intelligence par rapport à tout cela d'une manière individuelle, nous ne pouvons pas collectivement aboutir à quelque chose de positif, comme on dit aujourd'hui, positif. J'espère avoir été sur ce sujet-là, vous avoir intéressé. Je pense que je vais provoquer des réponses et pareil, il va y avoir des gens qui vont réagir par rapport à leur histoire, comme je l'ai fait quand j'ai parlé de ma famille. Ben là c'est pareil, ils vont réagir par rapport à ce que eux ils ont analysé en eux, ils vont l'exprimer, ça va leur faire du bien, parce que j'en vois, il y en a qui lisent, qui écrivent des longs messages, eh bien ça leur est salvateur, parce que le fait d'écrire ça aide énormément. Le fait d'écrire et de formaliser quelque chose en nous, ça nous aide énormément. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, donc profitez, tout est gratuit. Je vous souhaite une bonne journée et puis on va finir la journée tranquille. À bientôt.